Alors, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'être venu. Nous sommes ici virtuellement, mais nous voulons prendre quelques moments pour reconnaître les territoires ancestraux et non cédés sur lesquels on vit. Pour moi, ce qui a été vraiment beau de cette série de webinaires, ça a été l'occasion de réfléchir aux origines diverses des plantes et aussi des peuples de cette histoire de protection de la terre, d'intendance autochtone. Donc aujourd'hui, on veut reconnaître la relation que les peuples autochtones du Canada ont toujours eu avec la terre et tous les gens qui bénéficient de l'utilisation des terres autochtones. Nous nous engageons à continuer à apprendre et agir pour redresser les méfaits du colonialisme et du capitalisme. Donc, nous vous demandons de réfléchir à quelques questions. Quelles sont nos obligations aux premiers peuples? Comment peut-on appuyer leur lutte locale avec la préservation de l'environnement et comment vivre et produire comme bonne personne régie par les traités? Si vous ne connaissez pas l'histoire de vos terres, on vous encourage à aller sur les sites qui vous permettent de connaître les différents territoires ancestraux. Alors, maintenant, pour ce qui est du webinaire en tant que tel, l'une des forces de la communauté des semenciers est que les gens qui se réunissent ici sont tellement ouverts et tellement honnêtes, tellement francs. Donc, je veux mentionner que l'objectif de cet événement est de créer un espace plus sûr et de reconnaître que les conférenciers peuvent présenter les expériences personnelles, ils se rendent vulnérables, ils veulent se sentir valorisés et respectés. Et on va aider à cultiver cet environnement. On espère que tout le monde se sentira à l'aise de partager ou apprendre s'il y a et qu'ils se sentiront à l'aise de poser des questions et d'apprendre ensemble. Soyez engagés, mais sans dominer. Ça aussi, c'est important. Et aussi, parlez au jeu. Ou peut-être que vous voulez parler au nous, mais si vous parlez au nous, essayez de préciser de qui vous parlez quand et s'il y a des préoccupations, vous pouvez nous envoyer un message à moi ou à Rebecca, à Ivanoff. Et avant de commencer aussi, je voulais présenter des recettes et des histoires que nous avons reçues de nos partenaires chez Urban Seed au Royaume-Uni. Nous leur avons parlé avant le webinaire pour nous donner quelques histoires de rutabaga et de l'origine de ce légume, peut-être un peu controversé, pour un peu se mettre dans le bain. On a appris qu'en Irlande et à d'autres endroits, les gens vont tailler les rutabagas lors de l'Halloween. On a su aussi que les rutabagas, les navets, les suèdes sont aussi utilisés comme à côté lors des soupers Robbie Burns. Et j'ai des recettes aussi que je vais présenter dans le chat, mais une recette, je vais vous la montrer. Bon, elle est là. On vient de la voir, mais en anglais, malheureusement. Bon. Maintenant, je vais vous présenter les deux conférencières, Denise O'Reilly, qui nous appelle du nord-ouest de l'Alberta, où elle est propriétaire d'Abuna Seeds, qui est une petite production de semences axée sur les semences de variétés de saison courte. Et
Elle va nous parler des défis particuliers qui sont les siens. Et nous avons aussi Clint Freon qui vient de Wisconsin. Il est propriétaire de Cultivating the Commons, un autre semencier à pollinisation ouverte, variété à pollinisation ouverte. Il va un peu parler de son expérience avec le développement et la mise à l'essai des variétés de rutabaga. Donc, Denise, on va t'écouter maintenant. Bienvenue tout le monde. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas mis son téléphone en mute. J'entends les nouvelles ou quelque chose, mais peut-être que c'est réglé maintenant. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus. Je suis ravi d'être ici et de vous parler des rutabaga pour les semences. Je vais vous expliquer comment cela se fait dans une saison courte comme celle de chez nous. Je suis sur le territoire du traité 6 où les peuples autochtones sont chez eux et je travaille pour retourner certaines de ces semences aux gardiens des semences. Si vous connaissez quelqu'un dans mon territoire ou ailleurs qui est un gardien de semences, je serais heureuse de vous parler d'eux et de leur envoyer des semences. Les gens auront chacun leurs expériences. Je ne suis pas la grande experte non plus en cultivation de production de rutabaga. Je suis encore à l'étape de l'apprentissage. Nous faisons la conservation des semences depuis 20 ans. Mais en fait, avant aussi, en Colombie-Britannique, mon mari vient de cette province-là et on était là pendant plusieurs années. C'est là où on commençait notre production. C'était un bon début et je n'ai jamais cessé. Rutabaga, nous sommes au nord-ouest d'Edmonton, dans la zone 2B3, certaines années. Maintenant, on voit ça aussi chez nous avec les changements climatiques. Donc, certaines années, il y a de meilleurs résultats que d'autres. Suivante. Le rutabaga, donc les navets d'hiver, les choux-navets, les navets de Suède sont dans la famille des brassicas avec le kale sibérien et le canola, bon, le canola original. Et dans les sous-espèces du groupe Napobrassica, ces sous-espèces sont cultivées pour leurs racines, tandis que dans le sous-groupe Pabularia, on produit surtout pour le feuillage, pour les feuilles, comme le cas du kale sibérien ou kale Hanover. Next slide, thanks. So the reason I was talking about those je parlais de ces sous-groupes parce qu'il y a plusieurs groupes de brassicas et nous pouvons savoir s'il y aura des croisements dans cette famille en les situant dans leur famille. Si vous allez produire des rutabagas pour des semences, vous allez devoir établir des distances de séparation. Les rutabagas sont produits surtout poussent le mieux dans les climats où les températures d'été demeurent longtemps sous 24 degrés C. Cette année a été une exception et on atteignait 30 degrés, même 40 degrés pendant des semaines. Et heureusement, je produisais pour les semences et non pas pour les racines. Donc, ça a affecté, ça a créé de la sécheresse, mais normalement, les cultures, tous les brassicas, poussent très bien ici et ne montent pas rapidement en graines. Donc, il y a des variétés à chair blanche et à chair jaune. Mais il s'agit bien de maintenir la distance de séparation. Voici une photo que j'ai prise
des gens que j'ai reçus des gens de Broad Fork. Ce sont des variétés qui ont été mises à l'essai il y a quelques années quand je travaillais avec BOTA et Semences de la diversité. Je pense que c'est de l'année dernière où je l'ai creusé, où tout était gelé parce qu'on avait une année très humide et il était difficile de sortir les cultures de la terre. Mais ils ont réussi à passer l'hiver. Pour les semences, vous voulez conserver les racines une deuxième année et les racines laissées dans la terre, ici, généralement, seront pas, ne produiront pas l'année suivante parce que l'entreposage, ce n'est pas un bon entreposage. Si vous avez les moins 10 et moins 15, vous pourriez garder les rutabagas dans la terre avec un peu de paillis ou d'autres choses. Mais s'il faut déraciner les racines et les garder au frais pendant l'hiver, l'année suivante, vous allez avoir des semences. Donc, on va aller faire la sélection des racines pour la bonne taille, sans maladies, tolérantes aux insectes nuisibles, aux mauvaises conditions environnementales. Et ensuite, on va garder, moi, j'ai une chambre froide souterraine pour les pommes de terre et d'autres légumes racines. Donc, je les mets dans un bac bleu. Vous les avez vus là, les bacs bleus pour les légumes. Et pendant l'hiver, on est en train d'étudier leur qualité d'entreposage, leur vigueur lors de la saison de culture. Et ce sont celles-là que l'on va choisir pour conserver les semences à l'année suivante. Il nous faut environ 10 ans pour les meilleurs résultats. 10 racines, pardon, pour de meilleurs résultats. Ils vont produire pas mal de diversité. Ce n'est pas des navets, des racines que je garderai pour les semences parce que ici, on a coupé les racines. Mais bon, vous voyez la sélection. Ce sont des navets assez uniformes, la bonne couleur, pas plusieurs couronnes. Et normalement, je laisserai environ 2 pouces de couronne sur la racine. Je les conserver dans dans de la terre adéquate ou un autre support adéquat. Et donc, ces racines vont dégager beaucoup d'humidité généralement. Il faut, si vous avez un mélange à rempotage, ça aide beaucoup à les conserver en bonnes conditions pendant l'hiver. On peut le faire dans le fond du frigo, dans un sac plastique avec les trous, troués. Il va falloir le surveiller quand même, peut-être mettre aussi des essuie-tout parce que ça dégage beaucoup d'humidité. Moi, je recommence à planter en janvier et février. Dans les bacs, encore là, je vais choisir les racines et je vais planter la racine dans le sol de rempotage. Et s'il y a des racines qui commencent déjà à sortir, j'ajouterai un peu d'humidité, pas beaucoup, dans la terre, le terreau, pour que les racines commencent à s'y poser et que les couronnes commencent à pousser. Il y a un peu de soleil et généralement, ils vont bien survivre jusqu'en avril ou en mai, quand je vais pouvoir les transplanter dans le champ. D'habitude, les racines entreposées durant l'hiver sont replantées au printemps où elles peuvent être laissées dans le sol dans les climats plus doux parce qu'on n'a pas les mêmes températures clémentes qu'ailleurs.
on va les transplanter dehors au printemps et récolter graduellement du milieu de l'été à l'automne, alors que des semences sont produites continuellement. Les navets vont produire des semences à toutes les étapes de l'été. Donc, vous allez chercher des écosses sèches. Je les ai toutes récoltées déjà. Si, j'en ai une ici. Et ça, je ne sais pas si vous voyez bien cela, mais c'est une tige avec un certain nombre de cosses qui sont encore là, qui sont brunes, bien remplies. Et c'est ça que vous cherchez sur la plante, ces cosses-là qui commencent à se développer. Ce sera d'abord dans le bas de la plante et il y en aura beaucoup. Et donc, vous les prendre lorsque les cosses deviennent brunes, en fait, donc avant qu'elles ouvrent, elles vont écosser, elles vont ouvrir les écosses dans le jardin, donc c'est mieux de les prendre avant qu'ils ouvrent dans le jardin. J'ai une vidéo bientôt, mais on va parler de cela tout d'abord. L'isolement est important si on veut avoir la pureté. On peut les mettre en cage également pour éviter une pollinisation croisée au sein de la famille. C'est-à-dire qu'on évite que on va éviter que les insectes entrent de cette façon-là. Donc, les plants sont co-sanguins et les fleurs sont autofertiles, mais capables d'autopollinisation. Une fois que vous avez récolté vos semences, elles sont assez sèches. Vous pouvez peut-être les sécher davantage dans une température plus fraîche. Je les laisse souvent dans mes serres et je vais les brasser de temps à autre. Et comme ça, elles vont rester viables pendant 5 ans si on les garde dans les bonnes conditions. On va parler des cages maintenant. Quand vous avez du temps, j'aimerais parler de cela. Peut-être on va regarder la vidéo tout de suite, en fait, comme ça vous allez voir comment on les a mis dans la terre. Vous voulez vous occuper des questions à la fin, Rebecca? Ou est-ce que c'est vous qui allez répondre sur le chat? En fait, ça va être un peu des deux. Je vais les mettre de côté, les questions des participants, et on va les poser à la fin. Parfait. So I potted up these things yesterday. J'ai rempoté ces légumes hier. On a des betteraves dorées. Elles commencent à germer. Je les avais entreposées au froid pendant l'hiver et je viens de les empoter hier. J'avais quelques navets qui étaient tournés sur le côté. En voici d'autres variétés de navets. Je les ai plantés dans du terreau. Voilà encore des navets. C'est une année de navets cette année. Et voici les choux. La germination part du milieu. Vous ouvrez la tête et il commence à monter une tête de semence. Ceci, j'ai mis dans le bac de terre. On verra s'il performe bien. Voici encore des navets et des choux. Et vous voyez qu'ils commencent à germer à partir du milieu. Vous ne les voyez pas très bien ici, mais voici mes carottes. Je les pars dans du terreau en février-mars. Lorsque je les endurcis, je les mets dehors et ils sont prêts à monter. Ce n'était pas la meilleure vidéo de tous les temps, mais vous avez vu au moins comment je rempote et comment je fais les sélections l'été.
Is the slide back up there? There we go. Yeah. Okay. So as flower and seed collection. La So case- floraison et la collecte de semences, vous devez les mettre à une distance de 1,6 km, c'est-à-dire les plantes individuelles. Souvenez-vous que lorsqu'un navet ou une betterave monte en fleurs la deuxième année, elles sont plus petites lorsqu'elles montent. Elles peuvent être très larges, donc 2 à 3 pieds, c'est-à-dire 1 mètre de large. Vous voulez donner assez de place. La deuxième année, si vous les mettez en cage, il faut prendre cela en considération. Les semences vont commencer à monter en juillet, la mi-juillet. Puis vous devez sécher l'écosse en étapes au fur et à mesure. Vous voulez éviter qu'elles ouvrent avant. Vous ne voulez pas les récolter lorsqu'elles sont encore vertes parce qu'elles ne sont pas prêtes. Vous devez les prendre quand elles sont brunes. Quand elles commencent à être brunes ou si elles sont brunes, elles devraient commencer à sécher avant de les récolter parce que les semences ne vont pas être viables, elles ne sont pas encore prêtes. Lorsque je prends l'écosse, lorsque je récolte l'écosse, je les mets dans des seaux de 5 gallons avec les couronnes vers le bas. Vous pouvez le faire également dans un papier brun. Vous ne voulez pas faire de trous dans les sacs. Faire attention parce qu'évidemment, elles peuvent passer au travers. Ensuite, vous les séchez à l'écart du soleil. Si vous récoltez plusieurs à la fois, soyez prudent, donc gardez un œil pour s'assurer qu'elles sèchent bien. Voici un exemple d'une cage. Elle est utilisée lorsqu'on ne peut pas avoir la distance de 1,6 km entre les variétés. En Alberta, on a beaucoup de canola, évidemment. Donc, si on cultive des navets et on n'a pas assez de distance entre les champs, il faut les mettre en cage et utiliser ces techniques d'isolement. C'est assez facile. Vous utilisez de la mèche pour les insectes. C'est moins utile qu'utiliser les pollinisateurs dans leur état naturel, mais c'est vraiment les abeilles, en fait, qui pollinisent le plus. Chez les carottes, c'est plus facile que chez les brassicacées. Si vous avez, par exemple, 2 variétés de navets, vous voulez mettre dans une cage un jour, vous voulez alterner entre la mise en cage. Parce que vous voulez laisser l'écosse développer les semences. Et ça fonctionne de cette façon. Si vous ne pouvez pas le faire, donc c'est mieux de faire qu'une variété. Voici un exemple de la floraison. Vous voyez un champ de canola, on la reconnaît, bien sûr. Vous voyez la cosse de semences en bas, à droite, et l'abeille qui fait son travail. Et chaque cosse va faire, en fait, de chaque côté, donc d'un axe central, un peu comme un poids, mais vous pouvez avoir jusqu'à 20 semences par cosse si vous avez une bonne variété. Alors, vous allez avoir beaucoup de semences dans une seule plante. C'est une autre photo des cosses. Donc, il y a une partie extérieure. Et donc, quand on les écosse, il y en a beaucoup qu'on va mettre de côté. Et on va les collectionner, évidemment, au fur et à mesure qu'elles sèchent, dans des seaux de 5 gallons ou dans des sacs
Des sacs de tissu. On veut s'assurer qu'ils ont assez de circulation sans que les semences tombent, en fait. Donc, vous pouvez les écraser un peu dans les sacs et les semences vont tomber de cette façon et vous pouvez continuer à les sécher de cette façon. Vous pouvez enlever les semences sèches et les mettre ailleurs et rajouter les autres au fur et à mesure qu'elles sèchent. Après le séchage, ce que je fais habituellement, c'est de les sécher davantage dans la serre pendant quelques semaines. C'est assez chaud là-dedans. Si vous avez un déshydrateur, c'est important, vous devez essayer de garder la température en bas de 35 degrés Celsius. Vous pouvez les mettre dans un déshydrateur. Vous pouvez les mettre quelques jours par semaine. Vous allez les avoir, vous allez pouvoir les sécher et les garder à une température parfaite. À long terme, ce qu'il y a de mieux, c'est de les congeler dans des sacs plastiques. La viabilité diminue après 5 ans, donc vous voulez vous assurer que si vous les gardez longtemps et vous êtes qu'un petit jardinier ou jardinière, vous voulez vous assurer qu'elles demeurent viables pendant longtemps. Il faut absolument les étiqueter, c'est critique. C'est très difficile de différencier, de distinguer les semences des brassicacées. Vous n'allez pas pouvoir différencier entre les navets, des kohlrabi, des brocolis. Donc, faire des tests de germination chaque année aux 2 ans, si ça vous inquiète, ou sinon, tout est beau. Nous avons mis la vidéo, donc c'est parfait. Alors, on va prendre des questions maintenant. Merci, Denise. Je pense que ça serait mieux si on fait les 2 présentations et on prend les questions par après. Il y a des questions assez urgentes, mais on va attendre. Donc, on va donner la parole à Clint. C'est les diapos. Tout le monde le voit? Parfait. À toi, Clint. Merci tout le monde. Merci pour l'invitation. Je vais parler des essais, des sélections. Denise a parlé de la conservation des semences. Je fais aussi la conservation de presque toutes les variétés de semences. J'aime beaucoup les brassicacées, mais c'est un plan qu'on peut cultiver ici, mais ça vient de la Méditerranée, donc c'est ethnocentrique. Donc, ça prend beaucoup de travail pour conserver les semences. Je suis au Minnesota, entre les Twin Cities. Nous avons une température qui passe de moins 30 à 30 au-dessus de zéro. Cette année en particulier, en juin, on avait 2 semaines de 30 et plus. Donc, quand j'ai déménagé ici, nous avons 4 jours de 30 degrés et plus par année. Alors, je me suis dit, OK, bien, parfait, les brassicacées vont performer très bien ici, mais c'est de plus en plus chaud. Donc, mais peu importe, on a eu une très bonne culture quand même. On a eu une bonne récolte. Je possède avec ma conjointe Cassandra The Commons. C'est une collectivité. C'est un concept de collectivité. En fait, on appelle, c'est les semences qui sont notre chose que nous partageons. Nous utilisons des techniques certifiées biologiques sur notre ferme. On est dans le nord du Midwest.
Nous avons 3 endroits différents que nous cultivons, mais nous allons déménager bientôt et nous essayons de nous concentrer sur des cultures qui fonctionnent bien dans notre environnement. Je travaille avec le EFN, Experimental Farm Network. C'est un réseau collectif de gars. C'est un OBNL. Et en fait, ils vont aider à mettre les gens en contact, les sélectionneurs. Nous utilisons donc le USC Bank. Nous essayons de trouver des cultures non conventionnelles et nous essayons de les essayer. Voilà mon affiliation avec eux. Ils m'ont proposé de faire monter un rutabaga Grex. C'est une combinaison de plusieurs variétés différentes. Donc, on prend une grande population, une vaste population d'individus. On essaie de les croiser ensemble. Et donc, il y a beaucoup de variétés, beaucoup de diversité dans les variétés. On avait plusieurs variétés qui étaient sans nom, en fait, au sein de la banque de USDA. Donc, il y a tout le temps des gens qui veulent savoir, qui sont curieux de connaître ces variétés différentes. Vous pouvez aller voir leur site web. Ils ont plusieurs cultures qu'ils ont cultivées là-bas. Ils travaillent avec des petites fermes. Ils travaillent avec le rutabaga et les bisannuels. Denise a fait un excellent travail de mettre en valeur les brassicacées et de dire que les racines, ils produisent une racine la première année et la deuxième année, c'est les semences. Donc, c'est évolutionnairement parlant, c'est un bon truc. Ils gardent, ils conservent leur énergie pour faire une bonne culture. Nous conservons nos racines de la même façon, dans les bacs bleus, comme Denise a dit. Donc, par où commencer pour créer un Grex? Donc, il y a 2 ans, quand on m'a proposé, il y a 2 ans, de participer dans ce projet, mais j'aimerais savoir quels sont les objectifs et j'ai recommandé de faire un essai. Il n'y a pas une meilleure façon de voir une variété individuelle, de le contraster en fait dans un tableau contre les autres variétés et d'essayer de voir par où on peut le développer. Ensuite, il faut trouver les semences. Et on fait la sélection et la production des semences. Donc, fixer des objectifs. Pourquoi faisons la sélection? Est-ce qu'on essaie d'avoir une racine très ronde? Est-ce qu'on veut avoir des racines longues? On veut qu'elles soient mauves, on veut qu'elles soient blanches. On peut fixer différents objectifs. Dans notre cas, on voulait avoir une vaste population génétique qui fonctionne, qui performe bien dans notre région. On voulait que ce soit plus que de la recherche, mais on voulait en fait aller chercher des caractéristiques de toutes les variétés avec lesquelles on travaille. Donc, quelles sont les caractéristiques recherchées? Est-ce qu'elles poussent bien dans notre climat? Est-ce qu'on peut les entreposer pendant 7 mois? Voilà une de mes caractéristiques que je recherche le plus. Donc, j'ai travaillé à toutes les échelles, donc dans les grandes fermes, des petites fermes, et je pense que j'essaie de ne pas donner trop d'attention au plan individuel. Et en fait, une fois que je commence à les conserver, ben, je les laisse telles quelles et je ne veux pas trop.
Et en fait, la vigueur aussi, c'est très important et la longueur de la saison de croissance. Et concevoir un essai. Je dis souvent aux gens, ben, si vous voulez faire des essais, et j'aime les rappeler en fait que les essais impliquent plusieurs variétés différentes. Et souvent, c'est dans un... On peut en fait rattraper les différences dans le sol en les essayant dans différents endroits dans les champs. Donc, on peut essayer une seule variété à différents endroits. Dans cette photo, on voit que j'ai fait un essai de haricots. Donc, il y a 8 rangées et j'avais 2 variétés à chaque 2 pieds. Donc, on les avance en bloc et à chaque 50 pieds, je faisais une rotation. Donc, on essaie de les observer et de noter les statistiques. Donc, ça, c'est un essai très complexe, mais on peut le faire de façon beaucoup plus simple. Pendant la saison, on a, par exemple, une fois, on a pesé, compté, on les observé, les différents caractères. Donc, ça, c'est l'aspect important des essais, de faire la comparaison des variétés dans une grande population ou entre les individus. J'ai vu que certains petits semenciers vont obtenir de 5 à 10 souches de chaque variété de différentes compagnies, de différents individus. Et je vais parler de cela à la prochaine diapo. Concevoir un essai. Moi, généralement, j'utilise le Grower's Guide to Trialing de la Organic Seed Alliance, qui est assez concis. Et ce guide m'a aidé vraiment de corriger beaucoup d'erreurs. Et combien de variétés est-ce que vous allez utiliser? Il y a beaucoup de variétés de rutabaga. Je pense à la diapo de Denise, il y avait une variété commune entre nous deux et 13 autres variétés que je ne connaissais même pas. Donc, cherchez beaucoup. On cherchait des variétés moins connues. Et les essais peuvent être très petits ou aussi très grands et labyrinthins. Donc, et aussi, il faut décider des critères d'évaluation. Il faut avoir la méthodologie bien décidée avant de commencer. Voici un schéma qui démontre les différentes méthodes. Vous voyez les blocs, les combinaisons de variétés. Et souvent, il y a une variété témoin à laquelle vous allez comparer les autres. Ça, c'est check au centre. Et il y aura donc une bordure qui est composée normalement de la même espèce. Comme ça, vous voyez les variétés dans son état naturel. Ensuite, les critères d'évaluation. En voici quelques-uns. La vigueur. La vigueur est importante dans la production biologique, la résistance aux maladies, aux mauvaises herbes. Dans notre variété, on a vu les problèmes foliaires chez différentes variétés. La plupart étaient très vigoureuses, mais on a vu quand même le mildiou sur certaines variétés. C'était très évident lesquelles étaient plus susceptibles. On voyait certains blocs qui étaient assez blancs et d'autres qui étaient propres. Ensuite, il y a la forme et le goût et la saveur. Ça, c'est une variété, un essai d'oignon qu'on avait fait il y a 1 an. On a essayé chaque oignon avec frit dans du beurre et on a fait une dégustation. Forme et couleur aussi. Trouvez les semences. Il faut chercher un peu partout.
les entreprises biologiques comme High Mowing. Je commence là normalement. Et ensuite, je vais parler aux entreprises conventionnelles. Nathaniel et Dusty avaient travaillé avec une autre banque de semences gouvernementale. Il y a des banques de semences un peu partout aux États-Unis qui sont spécialisées dans différentes familles. Et aussi des banques de semences autres que gouvernementales, par exemple le Seed Savers Exchange. Il y en a beaucoup. Beaucoup d'OBNL, semenciers OBNL ou à but lucratif aussi pour chercher d'autres variétés de rutabaga. Nous avons utilisé les variétés suivantes. Miss Gladys McGee, qu'un voisin avait dans son champ, le Namorska, le Purple Top et au moins 8 autres variétés sans nom, qui n'étaient dont le nom consistait en une série de chiffres. La sélection et la production de semences. Pour nous, la sélection, c'était il fallait choisir les meilleures racines en fonction des critères d'évaluation. Et nous avons ensuite choisi les 10 meilleures racines. Vous voyez là, à côté de moi, Nalamorska. Vous voyez plusieurs formes et tailles chez cette variété. C'était un sol très argileux et c'est donc quelque chose que cette plante a vraiment aimé. C'est comme ça qu'on a fait notre sélection pour l'année suivante. Suivante. En haut à gauche, on voit qu'on utilise des bacs classiques qui sont un peu chers, mais bon, c'est très fonctionnel, très utile pour les producteurs de légumes. C'est entassable. On va faire des petits trous aussi dans le bac pour que ça puisse, pour que les racines puissent respirer. L'année suivante, on repique. Ici, on repique dans une serre. Nos rutabagas sont un peu plus flexibles que les espèces de Dolaracia. Il y a souvent des problèmes avec les napus. Donc, je n'ai pas trop de problèmes avec à produire les rutabagas à l'extérieur. Il y en a quelques-uns qui ont été un peu endommagés par le gel, mais parce qu'on a planté assez tôt. Mais en général, c'était assez correct. Ça, c'est un exemple. Si vous voyez ce qui se passe par la suite. Donc, la floraison et ensuite avec des cosses matures. Les rutabagas sont presque aussi productifs que ceux-là. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant, mais on va donc écouter vos questions maintenant. Ça, c'est plus intéressant que la présentation de toute façon. Merci beaucoup. Ce sont des présentations très complémentaires, absolument bourrées d'informations utiles. Alors, merci beaucoup. Nous avons quelques questions dans le chat et je vais aussi surveiller les mains levées si vous avez envie de poser une question verbalement. Allons voir les questions. Il y en a une ici de Lynn. Elle dit quelle proportion de la racine est-ce qu'il faut garder? Est-ce qu'on peut laver les racines? Peut-être que Clint peut y répondre parce qu'il voulait parler de cela de toute façon. C'était une journée de récolte. J'ai planté beaucoup. J'ai récolté les bisannuels, les carottes, les betteraves. Ça, c'est une rutabaga classique avec le haut, le sommet ou l'apex pourpre. Et ça, ici, c'est la partie absolument précieuse qu'il faut préserver, surtout avec les légumes racines. Ça dépend de vos objectifs, mais pour la racine, on veut préserver
la pointe apicale. Normalement, je prends un couteau très bien aiguisé et je laisse la racine intacte. Je pense qu'on peut, il est important d'enlever un peu le sol, pas sans trop, sans les abuser. Et aussi, je trouve que le sol aide à maintenir l'humidité. J'ai eu des problèmes si je récolte un jour humide ou après la pluie. Il peut y avoir des problèmes lors de l'entreposage. Donc, je préfère récolter d'une journée ensoleillée. Et maintenant qu'on parle de la préparation, vous l'avez mentionné, ça c'est le kale. C'est une plante très semblable qui se prépare de façon très semblable. Dans les brassicacées, on va toujours maintenir l'apex avec le chou, on veut la tête. Souvent, je vais enlever les feuilles pour voir l'intérieur. Je vais enlever la tête, en fait, pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Cette variété s'appelle Duttenfelder, donc j'enlève les feuilles extérieures. On peut préserver la plante comme ça. Normalement, moi, je vais le mettre dans des miettes de cèdre, plus de 20 à 30 dans un bac comme ça avec des morceaux de cèdre. Et si jamais vous devez endommager l'apex, la plante va survivre. Vous voyez des pointes de croissance à chaque endroit ici. Si jamais vous coupez ça par accident, il peut y avoir de la reproduction, au moins le couper jusqu'à la tige. Il y a des nodes tout le long du rutabaga. Mes mentors me disaient que, bon, si vous enlevez la tête, vous aurez moins de semences, mais souvent les semences seront plus grandes. Donc, il y a une méthode. Mais si on enlève les têtes, il peut y avoir des problèmes de pourriture si vous êtes dans un climat humide. Donc, si j'enlève la tête, j'essaie de le faire sous couvert. Suivante. Souvent, avec les choux, ce qui arrive, c'est qu'on prend une chance parce qu'ils sont tellement humides. Mais souvent, les choux survivent plus longtemps au frigo. On parle ici, en fait, du point de végétation ou du point de croissance. Ce que je disais, apex, là, c'était le point de croissance. Merci. Alors, on a une autre question ici de quand on plante les racines dans l'hiver, pendant l'hiver, est-ce qu'il y a de la lumière ou c'est totalement sombre? Quand je plante les racines en janvier ou février, il y a déjà une petite croissance de tiges blanches. Il y a assez de lumière qui rentre par un tube solaire dans ma chambre froide pour les maintenir jusqu'à ce que je leur fais faire la transition vers l'ombre pendant quelques heures. Je fais ça pendant une semaine. Je leur donne de plus en plus de soleil et ensuite la verdure va venir. Donc, ça les dérange pas de faire ça. Comme Clint dit, parfois j'oublie de les ramener la nuit et parfois j'ai vu que la couronne s'est congelée un petit peu, mais tant que le point de croissance n'est pas congelé, ça va revenir. C'est la même chose qu'avec les semis que l'on produit en serre. Mais c'est que ces plantes viennent d'un endroit très peu ensoleillé. C'est la même chose avec une plante que vous avez devant une fenêtre à l'intérieur. Il faut
que la transition sera très douce, très, très douce pour qu'il y ait du temps pour l'ajustement. Cette année, je suis d'accord. J'ai planté des racines tout de suite après l'entreposage et sous couvert et et donc, si vous avez une semaine, si vous pouvez leur permettre une semaine pour la croissance, ça peut aller. Parfois, je les ai mis dans la serre pour s'acclimater parce que oui, ça va commencer. Si les températures commencent à monter dans la chambre froide, ça va les rendre fous. Ils vont, on peut les maintenir à 34 degrés dans une chambre froide classique au lieu si ce n'est pas une cave à légumes, mais surveillez-les en mars et en avril parce que vous pourriez les perdre à ce moment-là. Et aussi, le fait de les conserver dans un sol, un terreau, quand je les repique, même si les couronnes sont déjà assez fournies, il n'y a pas de problème. On peut les planter, les racines vont quand même pousser. Ce n'est pas grave si les racines sont très, très tassées, si vous n'avez que peu d'espace comme moi. Maybe a related question before we get off of tubs and storage. Someone asked, how do you keep the carrots or Quelqu'un demande from rotting? Que faites-vous pour empêcher la pourriture chez ces racines que vous gardez dans les bacs? Eh bien, moi, dans mes bacs, quand j'y mets les racines, je vais laisser un peu d'air. Je ne mets pas trop de sol. Le sol peut garder l'humidité entre les racines et cette humidité peut ensuite causer la pourriture. Mais n'avez pas à les laver. Les laver, ça encourage l'humidité et ça, on ne veut pas. Alors ensuite, moins de 35 degrés, ça c'est le plus important. Si vous pouvez aller plus vous pouvez arriver près de la température de gel, du gel, et mieux c'est. Parfois, on peut mettre une chaufferette dans notre chambre froide pendant l'hiver, et donc ça empêche le gel. Et le printemps, on peut utiliser une unité de refroidissement pour pas que ces plantes commencent à pousser rapidement. Bon, c'est toute une série de considérations. Oui, même chose pour les carottes. Si on les lave, vous allez introduire trop de problèmes. Laissez-les sans laver, mais bon, vous essayez d'enlever le maximum de terre. Et quand je rentre les racines, bon, souvent, je vais les laisser au soleil un jour pour qu'elles se sèchent totalement. Et ensuite, si vous allez faire quelques-unes seulement pour l'année prochaine, vous pouvez obtenir les petits sacs les sacs avec des petits trous pour les légumes. Et si vous voulez seulement conserver 15-20 carottes, bon, vous devez toujours surveiller la couronne parce que c'est la partie végétative et c'est là où la pourriture va s'installer. Vous pouvez aussi les mettre dans le tiroir du frigo, du bas du frigo. Et si jamais, et surveillez-les. S'il y a de l'humidité qui se forme dans le sac, ben, ouvrez le sac pour évacuer l'humidité. Mais il peut y avoir ces racines seront déjà peut-être très fanées au printemps, mais il y aura des radicelles et moi, je creuse une bonne tranchée, je les sépare un petit peu, et bon, c'est tout.
Les carottes vont pousser, il n'y a aucun problème. Maintenant, nous avons une question de la part de Jennifer sur les feuilles de rutabaga qui sont bien meilleures que les feuilles de navet. Je ne sais pas s'il y a eu une sélection pour les feuilles. Moi, j'aimerais suivre cette idée-là. Je ne sais pas si vous avez une variété de légumes qui est cultivée particulièrement pour ses feuilles. Je ne sais pas, Clint. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Les gens adorent le kale rouge russe et les altises également. Je pense que oui, c'est une salade délicieuse. Je pense qu'il y a plusieurs gens qui les préfèrent en fait aux variétés plus traditionnelles. Ce n'était pas un critère de sélection dans nos essais cette année. Nous n'avons pas fait des essais de saveur. Je sais qu'il y a vraiment une vaste gamme de donc en fait il y a plusieurs salades qui peuvent faire partie de ce processus-là. Il faut, si vous n'avez jamais essayé, there's quite a few of those out there now. So, but as far as growing them for the tops to vous n'avez eat, jamais essayé le chou cavalier. En fait, ça ressemble beaucoup au navet. Donc, si vous enlevez les feuilles au printemps, c'est très bien parce qu'elles vont être très douces et tendres. Donc, ça va vous permettre de faire pousser, de cultiver les racines assez facilement. Mais si vous voulez si vous voulez continuer à couper les couronnes, ben, ça va éviter en fait qu'elles enracinent. Et voilà, c'est une façon de procéder aussi. Let's see, we have a question here. Une question sur le nombre d'unités pour la sélection. Pourquoi utiliser seulement 10 unités pour la sélection et pas plus? Une autre question connexe. Combien tu devrais rentrer pour l'entreposage et combien tu devrais essayer de faire pousser pour la prochaine génération? Nous commençons notre sélection. Tu veux essayer d'avoir un minimum de 200 individus et essayer de le doubler en fonction de votre familiarité avec les variétés, juste si vous avez quelques décès en cours de route. Les brassicacées produisent beaucoup de semences. Notre objectif, c'est de vendre les semences. On les vend par livre, mais les semenciers, ils vont peut-être les vendre des dizaines de grammes, 8 à 10 variétés. Ça semble être une bonne représentation des groupes que nous aimons. Et on essaie ensuite de sélectionner les meilleurs individus de chaque variété. Ce n'était pas très méticuleux comme processus. Si tu peux te permettre de sortir plus le maximum de semences, un maximum de racines, pardon, vous pouvez en fait les enraciner. Nous avons fait pousser seulement 10 à 15 de chaque variété, donc on a été un peu limité dans cette capacité également. Si vous êtes un petit maraîcher, selon mes lectures, il y a des choses qu'il faut absolument s'assurer pour avoir une bonne diversité génétique. Et les navets, ça ne fait pas partie de ces cultures-là. Si vous avez 10, c'est probablement le minimum. 40 à 50, ce serait mieux, évidemment. Mais vous allez avoir des livres et des livres, des kilogrammes de racines. Donc, si vous avez juste un petit jardin, vous n'allez pas avoir
il ne va pas vous manquer de diversité génétique avec 3 ou 4 plants. Mais 10, c'est le minimum que vous voulez essayer de viser. Mais ça dépend vraiment de la quantité d'espace que vous avez. Comme j'ai mentionné auparavant, j'ai de 4 à 5 variétés. Si j'essaie de faire de 4 à 5 variétés chaque année, j'essaie de garder la pureté, et bien, avec l'espace que j'ai, c'est tout ce que je peux faire parce que j'ai une distance entre mes jardins. Je ne peux pas gérer d'avoir plus de variétés dans chaque jardin. C'est pour ça que je décide de faire cette quantité-là. Peut-être que Bob a quelque chose à rajouter là-dessus. Does Bob have something to say about that? Est-ce que Bob a quelque chose à dire là-dessus? Merci, mais non. J'allais dire que le livre de Bob, le minimum qu'on suggère, c'est 12, mais en fait, commercialement, on suggère de prendre un minimum de 80 variétés. Great, thanks, folks. 80 individus, pardon. Any live questions from the audience? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Coming to the end of the ones in the chat, I think. On arrive vers la fin de celles qui ont été posées dans le chat, dans le clavardage. Une question. En fait, il y avait une option d'inclure une question dans le questionnaire. Et c'était comment les rutabagas, est-ce qu'il y a des réflexions générales sur ce qu'il faut garder en tête là, pour les rutabagas par rapport à d'autres racines, d'autres cultures racinaires? Je crois qu'elles sont une racine très belle. On aime faire des frites mais c'est une très bonne culture. Et en tant que culture de semences, je veux quand même sortir quelque chose à manger également. Donc, les rutabagas sont excellents. Elles se conservent très facilement. Même quand c'est le printemps et tu as oublié de nettoyer ton frigo, il y a encore des racines, des sacs de racines. Et en fait, ils ne pourrissent pas pendant très longtemps. Donc, elles sont très faciles à entreposer. Comment elles se comparent à d'autres racines? Elles prennent de la place dans le jardin. Elles sont assez grandes. Elles ont besoin d'une saison au complet aussi. Si vous avez l'occasion de faire cela, voilà, c'est une bonne culture. Je suis d'accord avec tout cela. Si vous allez essayer les brassicacées, je crois que les navets sont les plus faciles pour commencer parce que les rendements sont bons et vous pouvez faire de l'essai-erreur à partir de là. Et en fait, c'est très facile à aller chercher les semences. Et il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment vraiment pas les navets, mais en fait, pendant la guerre, ils faisaient la confiture de fraises à base de navets. Et donc, c'était tout ce qu'ils avaient. Alors, peut-être c'est de cette façon-là que vous voulez les manger, si vous ne les aimez pas. Je vais devoir l'essayer. C'est génial. Je vais regarder la liste de questions du questionnaire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont passé à la déshybridisation des semences de rutabaga? Est-ce qu'il y a des gens qui ont expérimenté avec cela? Non, pas assez chez nous. Mais non, je ne connais pas beaucoup d'hybrides de rutabaga. Ça peut ou ne pas être utile pour les semenciers de le faire, mais de les déshybridiser, ça peut être sur plusieurs générations. Donc, habituellement, la deuxième génération a un air similaire. Et dans la troisième génération, donc, on a vraiment beaucoup plus de caractéristiques qui vont sortir. Et vous essayez de contrôler la diversité à partir de la quatrième génération. C'est mon expérience avec les bok choy, en fait. Oui, je dirais que c'est vrai. Chez les rutabagas.
Je ne crois pas que je connais beaucoup de gens là, qui appelleraient des hybrides. C'est très rare qu'on va voir des navets hybrides ou des rutabagas hybrides. D'habitude, elles sont à pollinisation ouverte et, à mon avis, elles sont les meilleures parce qu'on sélectionne les racines. Et par exemple, on peut dire que les rutabagas laurentiens, par rapport à d'autres variétés, sont très similaires, mais en fait, on les sélectionne juste pour différentes caractéristiques. Donc, c'est un processus assez facile et ludique. Probablement qu'on n'aura pas autant de diversité génétique que chez le maïs ou chez les courges, mais ça serait intéressant de faire. Je ne l'ai pas fait. Si vous voulez jouer avec quelque chose, les biannuels, c'est quand même beaucoup de travail. Peut-être si vous voulez travailler avec un hybride, essayez avec un annuel, une culture annuelle. Par exemple, un radis du printemps. Tu peux le semer, tu peux prendre les semences. J'avais des semences de rutabaga qui sont tombées dans mon ail. Je suis surpris, en fait, qu'ils enracinent. Je pensais que ça prenait 3 ans. C'est vraiment la 3e année qu'on fait pousser. C'est la première saison, c'est vraiment les racines. La 2e saison, on les repique et la 3e saison, on peut avoir les semences. Donc, souvent, on va le faire à l'intérieur dans les laboratoires universitaires pour accélérer le processus. Donc, si vous avez une serre, c'est quelque chose que vous pourrez faire, mais dans le champ, c'est difficile. On avait une autre question dans le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait pousser une variété qui s'appelle Ancient Giant Cabbage Turnips? C'est un chou navet. Donc, en fait, il a été vendu chez Baker Creek Seeds il y a quelques années et on l'a nommé une oleracée. Non, je n'ai pas entendu parler de cette variété-là. Ce que je fais maintenant, c'est que les Napa donc les colza combinés avec les Napa brassica. Il n'y a pas beaucoup d'hybrides de ces deux variétés-là. J'ai une autre question ici, peut-être pour Clint, mais on verra. Comment est-ce que vous intégrez les cultures semencières parmi toutes les autres tâches qu'on a à faire sur les fermes? Est-ce que vous avez des réflexions là-dessus? Pendant 10 ans, j'ai travaillé sur une grande ferme de 50 acres et c'était biologique. Et j'avais un petit jardin coopératif où j'ai travaillé sur le côté sur les cultures semencières. Dans mes 12 ans de culture, j'ai pu dédier du temps depuis 5 ans, mais donc je vais le faire à part. Je vais faire un acre un peu à la maison. J'essaie d'expérimenter. Mon temps est très important pour moi, donc j'essaie de garder cela en tête. Donc, il faut faire attention, mais j'ai passé du temps avec une petite ferme de panier biologique et donc la souveraineté des semences, essayer de développer Je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative. Je vais essayer de prendre mes cultures semencières et essayer de faire des sélections intensives. D'habitude, les fermiers sont très bons à faire pousser des choses et ensuite
les tester vigoureusement. J'avais juste ce luxe d'expérimenter de mon côté, tout en travaillant pour des grandes fermes. Si vous avez dans votre région des petites fermes qui veulent travailler sur les cultures semencières, ça facilite le travail, surtout quand c'est des bisannuels. J'ai souvent refusé de faire. J'ai souvent eu des difficultés avec les bisannuels, mais en fait, je suis allé chercher de l'aide. C'est vrai que ça fait beaucoup. J'essaie de me concentrer sur les cultures semencières à la maison. Donc, il y a le commerce des marchés. Il faut s'assurer que vous ne perdez pas. Vous surveillez vraiment de près toutes les cultures que vous avez dans le champ et de ne pas manquer le moment de les récolter. Donc, n'essayez pas de faire 10 variétés à la fois, 10 espèces à la fois. C'est mieux de se concentrer sur quelques variétés. Ma fille avait une ferme maraîchère biologique pour les paniers. Et dans mon expérience, il y a toujours une culture qui va souffrir. Donc, d'habitude, les gens, ils font soit les cultures semencières ou les cultures de légumes. Et en fait, ils vont finir par oublier de récolter leur poire ou ils vont oublier quelque chose. Mais c'est vos clients qui importent ici. En fait, les cultures sur ces fermes-là sont destinées aux consommateurs. Donc, si c'est quelque chose que vous faites dans votre jardin, vous allez récolter les semences, mais vous n'allez pas avoir une tonne de graines à faire sécher, etc. Je demeure optimiste et je crois toujours que je peux tout faire, mais c'est vrai que d'habitude, il y a toujours, c'est un compromis et on a moins de succès d'un côté ou l'autre. Je dirais qu'il y a des fermes qui essaient de se concentrer vraiment sur la culture sur laquelle ils sont spécialisés. Oups. En fait, ils ont trouvé des... Donc, ils ont trouvé toutes les racines qui partaient en fleurs trop rapidement et en fait les entreposaient. Et là, ils se sont dit que bon, on va choisir celle qu'on aime le plus. Et je pense que ça vient de High Mowing Seed. En fait, je pense que c'est un cas chez High Mowing Seed. Et en fait, ils étaient chanceux de jouer avec ce concept-là parce que ces fermiers-là, ils vont prendre vos variétés. Et j'ai toujours essayé de cultiver des racines dans les grandes fermes et essayer d'en récolter, d'en prendre quelques-unes et donc, tu te concentres sur les semences et eux autres, ils se concentrent sur la culture de légumes et bon, ça peut faire une bonne synergie. Donc, c'est une façon de profiter, de faire ça de la bonne manière. Une petite question Bonnie ici. Donc, c'est par rapport au rutabaga qu'on peut utiliser là, dans nos récoltes audacieuses. Donc, c'est pour partager des recettes. Donc, il y a une question autour du nettoyage des racines de rutabaga. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez partager? Comment faire le vannage ou le battage?
trouve que c'est l'une des cultures les plus faciles à nettoyer. Les betteraves ou les carottes sont plus difficiles. Donc, ce que je fais, comme j'ai dit, je les mets dans des seaux de 5 gallons. Les semences sont très rondes et les cosses, en fait, je les brasse et j'essaie d'enlever les cosses et je vais juste faire le vannage au vent. J'essaie d'utiliser aussi des passoires pour essayer de séparer les semences des cosses. Vous pouvez utiliser également un ventilateur si vous êtes à l'intérieur. Donc, ça garde la vitesse constante parce que là, au vent, comme ça, ben, si vous avez, c'est variable. Donc, Et toute méthode est bonne. Les petites semences rondes tombent dans le trou du tamis et les autres restent en haut. Moi, je pense que la plupart de cela est vrai. Oui, dans le champ, je vais récolter et sécher sur des bâches, sous le soleil ou à l'abri de la pluie. J'enlève les tiges. Souvent, j'ai des tamis que j'ai construits du pin et du cèdre, dépendamment de si les semences sont humides ou sèches. On peut les acheter aussi quart de pouce, huitième de pouce, ça c'est bon pour les brassicacées. Et quand vous fabriquez vos tamis, assurez-vous que ce soit bien conçu pour les autres équipements, comme par exemple ça soit directement sur le bac. Et si vous avez quelqu'un qui a un Winnow Wizard, un outil de vannage, ce serait bien. Sinon, et aussi chez vous, vous pouvez fabriquer ces planches avec un côté ouvert. Donc, les semences sont rondes. Les pierres, les semences un peu abîmées, qu'on ne veut pas revendre. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on met les semences dans l'un des deux plateaux et on secoue un peu et ensuite, ce sont les semences rondes qui vont tomber dans l'autre. Et donc, ça va vous donner une semence de très bonne qualité dans l'autre plateau. Ça marche avec plusieurs variétés, mais ça marche très bien quand vous voulez rouler, séparer les semences par roulement. Et ça coûte presque rien. Très, très utile. Merci beaucoup. Alors, quoi d'autre? Je pense que nous arrivons vers la fin de l'atelier. Je vais donc présenter quelques diapos pour la fin. J'espère que vous voyez ça. Donc, je veux remercier Denise et Clint de toute l'information qu'ils nous ont communiquée. C'était vraiment précieux et vous avez aidé à démystifier la conservation de ce type de semences. Je suis sûr qu'il y a bien des gens ici qui vont monter dans le train et qui vont commencer à conserver leurs propres semences. Alors, on apprécie beaucoup vos opinions, vos idées, vos commentaires. Rebecca a un sondage pour vous qui semble à mon écran seulement elle est en anglais, mais bon, pour voir. Si, en français aussi. Alors, pour évaluer vos apprentissages lors de ce webinaire, cela vous aidera, donc cela nous aidera à corriger le tir. Si vous avez des idées aussi pour ce webinaire ou pour un autre webinaire futur, vous pouvez me contacter par courriel. Vous voyez mon courriel à l'écran ou les autres coordinateurs, coordinatrices régionaux de l'initiative BAOTA dont vous trouverez les courriels sur le site. Alors, le webinaire suivant
aura lieu. Bon, on n'a pas encore la date, mais ce sera le mois prochain. Et on a un autre webinaire sur les carottes rouges qui s'en viendra. Donc, allez sur notre site seedsecurity.ca/FR et pour voir tous les webinaires qui s'en viennent. Je pense que c'est tout pour cette fois. J'espère que tout le monde a déjà répondu au sondage. Merci beaucoup à tous les participants. Vous allez recevoir l'enregistrement et d'autres documents de ma part dans les prochains jours. Merci encore une fois. Merci beaucoup à nos panélistes et à la prochaine.